Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à Mémoire du passé. On ne peut dissocier l'histoire de la municipalité de Sainte-Marguerite du Lac-Masson et de la ville d'Estérel. En plus de leur proximité géographique, elles partagent un passé commun. Aujourd'hui, en compagnie de l'historien Michel Allard, nous reverrons des chapitres de leur histoire. L'histoire de celle que l'on appelait affectueusement une perle dans un océan de verdure. Michel, quand le fondateur de Sainte-Marguerite du Lac-Masson est arrivé ici et qui est tombé face à face avec cette beauté naturelle, il a décidé de coloniser cette partie des Laurentides. Donc, on peut dire que le lac a joué une importance cruciale dans la colonisation de Sainte-Marguerite. Effectivement. Nous sommes en 1864. Vous savez qu'à cette époque-là, les Canadiens français s'en vont encore vers les États-Unis. Donc, on cherche des lieux au nord du fleuve Saint-Laurent pour coloniser. Or, Masson, Joseph Edmond, c'est un homme qui... Son père était seigneur de Terrebonne. Son père est un marchand, est devenu un marchand très riche. Et lui, à ce moment-là, il y a des gens qui ont dit, écoutez, dans le nord, là, tout près de Sainte-Adèle, il y a un grand lac immense qui est très beau. Alors, Masson, on y va. Donc, il est parti, il a remonté la rivière du Nord, et il a remonté après ça la Doncaster, qu'on appelait à ce moment-là la Renouche. Les Amérindiens l'appelaient comme ça. Et il arrive ici, et il est étonné, il est ébloui. Or, qu'est-ce qu'il fait? Comme il y a certaines, qu'on dirait québécois, de très bonnes connexions, il se fait donner environ 1700 acres de terre tout autour du lac. Wow! C'est beaucoup. Deuxièmement, non seulement ça, il obtient le droit de couper le bois et de le vendre. Oh, c'était pas le cas partout, hein? Non, les colons n'avaient pas le droit de faire ça. Ils avaient le droit de le couper, mais ils n'avaient pas le droit de le vendre. Or, donc, il vient s'installer. Il a construit une maison, sa maison. Il a construit aussi, tout près d'ici, un barrage. Un barrage, parce que si on a un barrage, on peut construire un moulin à farine, un moulin à bois. Donc, son moulin à farine, son moulin à bois, il était pas mal installé. Ensuite, ça prend du monde. Alors, il a fait venir des gens de Terrebonne. Alors, c'est un peu particulier parce que ceux qui ont colonisé du côté de Sainte-Adèle venaient du côté de Saint-Eustache et de Saint-Benoît. Tandis qu'ici, ça venait du côté de Terrebonne. Bon, et de l'augmentation de la seigneurie de Terrebonne. Alors, les colons sont arrivés ici. Et puis là, bien, écoutez, on a construit aussi une maison de ravitaillement parce que, écoute, à l'époque, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Donc, il faut avoir, donc, on a une maison de ravitaillement qui s'installe ici. Donc, c'est ce qu'on appelle le magasin général. Ce qui est devenu par la suite le magasin général. On le verra tout à l'heure, le magasin général. Or, donc, il s'installe ici. Et, vous savez, le même problème qui revient toujours dans le Nord. On pense avoir des belles terres, ça semble beau, le paysage est beau. Mais quand on commence à défricher, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup épais de terres arables. Donc, ce qui est difficile à l'agriculture. C'est difficile à l'agriculture. Fait que les colons qui sont installés ici, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé à faire de l'élevage. Ils ont commencé à faire de l'élevage du mouton en particulier. Et puis, ils gagnent un peu d'argent. Et puis, ils ont travaillé au moulin. Ah, ils travaillent au moulin, soit au moulin lui-même, mais on coupait le bois du côté de Chertsey. Puis on faisait de la drave ici, tout le long. Il y avait tellement de bio qu'à un moment donné, plus tard, on a mis des bateaux à moteur. On est obligé de baisser le niveau du lac pour aller chercher tous les bio qui étaient en dessous. Donc, les gens travaillent au moulin. Et l'hiver, qu'est-ce qu'ils font? Les chantiers. Ils s'en vont dans les chantiers. Et celles qui sont mal pris là-dedans, ce sont les femmes.
Les femmes, elles restent l'année longue ici, avec les enfants, et l'hiver, elles sont tout seules, donc elles doivent faire tous les travaux. C'est pour ça que... C'était difficile, hein? C'est très difficile. Et quand Masson est mort en 1874, c'était pas tellement un endroit... Oui, on vivait, mais on vivait pas toujours tellement bien. On a parlé un peu plus tôt, Michel, du centre de ravitaillement qui est devenu un peu plus tard le magasin général. Et ça, ce bâtiment-là, il est situé tout juste en face du lac. C'est un point névralgique au cœur du village. Dans tous les villages, c'était un point névralgique. Parce que vous savez, dans le magasin général, on trouvait tout. On pouvait trouver du bois, on pouvait trouver du fil pour coudre, on pouvait trouver de tout. Alors, tous les villages avaient un magasin général. Ici, ce qui était très intéressant, c'est que c'était pendant de longues années un magasin général. Or, c'est, dans le fond, ce qu'on voit en arrière, c'est pas tout à fait l'original, parce que ça a été transformé avec les années. Mais il y a quelques années, Champlain-Charest. Champlain, c'est un radiologiste qui s'en va à Paris, puis qui à Paris rencontre Riopelle. Le peintre, le fameux peintre Riopelle. Revient, le vrai peintre Riopelle, celui qui est connu à travers le monde. Revient ici et décide que lui, il fait un restaurant. Mais pas n'importe quel restaurant. Ça s'appelait le Bistrot à Champlain. Et il y avait une cave à vin extraordinaire. L'une des plus belles au monde. Peut-être au monde, peut-être. En tout cas, pour les Laurentides, c'était la plus belle. Même au monde. Ah, peut-être. En tout cas, je sais qu'elle a gagné plusieurs prix. Ah oui, elle a gagné plusieurs prix. Or, il y avait le vin, la nourriture était excellente. Et quelquefois, vous voyez Riopelle qui était au bar. Mais s'il n'était pas au bar, vous regardiez sur les murs et c'était des peintures de Riopelle. Alors, j'étais venu ici, moi, déjà, avec mon épouse et je vous garantis, on mangeait bien et c'était extraordinaire. Sauf que Riopelle, à un moment donné, Champlain a vendu son commerce et il y en a une partie actuellement de la cave qu'on retrouve à l'hôtel d'Estérel. Il y a un fait qui est immanquable, c'est que dans tous les villages, toutes les municipalités, il y a des chicanes d'église. Et également, Sainte-Marguerite du Lac-Masson, il y a eu un litige pour savoir à quel endroit on était pour construire l'église. Tout ça, bien, c'est crucial, en fait, pour le développement. Ça a un impact majeur. Là. Vous avez parfaitement raison, parce que les gens, à l'époque, sont catholiques, donc ça prend l'église. Et quand on va à la messe, c'est le dimanche. Donc, on vient le dimanche à la messe. Or, là, on fait nos achats, si vous voulez. Donc, vous vient l'église et tout de suite après, vous allez avoir un magasin général, vous allez avoir habituellement une forge, et des fois, il va y avoir une école un peu plus tard, et différents magasins vont se former autour. Ici, à Sainte-Marguerite, le problème que Masson avait, c'est qu'un peu plus loin, à peu près 2-3 kilomètres d'ici, il y avait déjà un groupe de citoyens qui étaient, de citoyens colons qui étaient établis. Et eux autres, ils voulaient l'église. Ah, ils ont même construit une chapelle. Mais là, Masson dit, ben non, ça ne marche pas. Mais vous savez, Masson, il y avait des relations, comme on dit autrefois. Hein? Il y avait pas mal de relations. Et il a dit, attendez, là, je vais vous donner le terrain qui est là. Il a donné le terrain. Et puis, on a construit une première chapelle ici, puis une première église. Mais celle qu'on a actuellement n'est pas l'originale, mais ça montre bien. Puis regardez maintenant autour, tout le village s'est construit autour de l'église. Ici, c'est l'hôtel de ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Mais il y a quelques années, dans le même bâtiment,
c'était, paraît-il, un endroit où on pouvait... où il y avait des miracles qui se produisaient. Ah, vous, je ne sais pas où vous avez pris ça. Effectivement, il y a une sœur qui est arrivée ici, sœur Anne-Félicité. Puis elle, on l'a chargée des malades, de faire le tour des malades, puis de les soigner, surtout moralement. Mais là, semble-t-il, elle en a guéri. 1, 2, 3. Et là, vous savez, même dans ce temps-là, s'il n'y avait pas d'Internet, mais il y avait le bouche à oreille. Le bouche à oreille, et puis ça allait vite, hein? Donc, ça s'est su partout. Et là, les gens venaient ici, les fins de semaine, le dimanche en particulier, pour voir sœur Anne-Félicité, pour qu'elle puisse les guérir de leur maladie. On dit même, un journaliste a même dit à un moment donné, il y avait des automobiles d'ici jusqu'à Sainte-Adèle, sur la route, pour venir voir sœur Anne-Félicité. Elle avait même un petit sanctuaire un peu plus loin. Or, les gens l'appelaient Sœur Miracle. Alors, on venait voir Sœur Miracle. Mais vous savez, à cette époque-là, il y avait d'autres lieux de pèlerinage qui étaient mieux organisés que Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Donc, l'évêque de Montréal a ordonné à Sœur Miracle qu'elle revienne à Montréal parce que, dit-on, elle faisait concurrence à l'Oratoire Saint-Joseph, au Cap-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré. Or, elle est revenue dans son couvent. Et est-ce qu'elle a fait d'autres miracles? On ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aurait de vrais miracles qui se seraient produits à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Oui, en 1920. En 1920, il y a un feu épouvantable. Vous savez, dans le Nord, on a eu des feux épouvantables. Puis on n'avait pas le surfeu pour venir les éteindre. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Fait que donc, le feu entoure le village. Et là, les habitants ont peur. Donc, c'était un feu de broussailles, de forêt? Non, c'est un vrai feu de forêt. Dans ce temps-là, les feux de forêt, c'était pas juste un petit feu de broussailles. Ça partait, là, puis ça pouvait faire des kilomètres. Là, on ne sait plus quoi faire. Bien, les pompiers, avec leur petit boyau, ça ne marche pas. Fait que là, on va faire venir l'évêque de Montréal, Monseigneur Burkézy. Burkézy, je devrais dire, excusez, je le prononcer comme il faut. Et là, il prend son ostensoir. C'est comme un espèce de chandelier, si vous voulez. Puis là, il s'est promené devant le feu. Et le feu a arrêté. Le feu s'est éteint. Arrêté. Il n'est pas venu attaquer le village. Parce que le feu s'est arrêté aux abords du village. Le village a été préservé. Et là, les gens ont dit, c'est grâce à Monseigneur qui a prié Dieu. Donc, on a remercié Dieu, on a remercié Monseigneur, et Monseigneur a pu retourner à Montréal, ayant fait, comme disaient les gens, un vrai miracle. Donc, ce que je comprends, Michel, c'est que les terres ne sont pas propices à l'agriculture ici. Et malgré toutes les bonnes volontés de maçons pour développer Sainte-Marguerite, bien, le développement se fait au ralenti. Mais, en 1891, il va y avoir l'arrivée, c'est majeur, là, l'arrivée du train qui va vraiment propulser Sainte-Marguerite ailleurs. Vous avez tout compris. Et le train, il n'est pas loin. Ici, nous sommes à la limite entre Sainte-Marguerite et Sainte-Adèle. Or, le train arrive. Le train, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il brise l'isolement. On peut sortir de chez soi, en hiver comme en été. Deuxièmement, le train, c'est là juste. Pas tout le monde peut avoir la même heure maintenant. Avant ça, un village par rapport à l'autre, il n'y avait pas tout à fait la même heure. Ensuite, bien, on peut transporter le bois qu'on coupait là-bas, on peut le transporter. Et surtout, va arriver ce qu'on appelait les étranges, les touristes. Les touristes vont envahir tant l'été que l'hiver. Donc, le tourisme commence. Le tourisme d'hiver, il est relié au ski. Bon, très rapidement, le ski est arrivé au Québec dans les années 1880. Bon, on skie sur le Mont-Royal, c'est ennuyant, etc. Bon, quand le train arrive, on commence à monter ici. Et là, on fait du ski. Mais on se rend compte, on ne sait pas skier. On ne sait pas comment skier. Mais surtout, quand les hautes montagnes des Laurentides, à côté de la petite montagne du Mont-Royal. Bon. Donc, on se décide d'envoyer chercher un instructeur de ski. On envoie le maître d'hôtel Dritz Skytoon, qui s'en va en Europe, en Suisse, dans le canton de Vaud. Il revient, il a engagé Émile Cochant. Émile Cochant, qui est un instructeur de ski dans l'armée suisse. Or, Émile arrive ici en 1911. Commence à Sainte-Agathe.
Ça va bien. 1914, la guerre commence, fait son ouvrage, s'en va à Montréal, travaille chez, comment ça s'appelle, The Birch. Et puis, il s'ennuie du Nord, rencontre une Suisse, la marie, et vient louer une maison ici. C'était la maison Robinson. Et là, ici, on a l'air d'être au milieu de nulle part, dans un champ, mais on n'est pas au milieu de nulle part. Non. On est là où est établi le chalet Cochon. Ben, après, au début, c'était la maison Robinson. Oui. Après ça, ils l'ont acheté. Puis là, ils ont eu le chalet Cochon. Le chalet Cochon, il y avait 3 choses. Premièrement, vous aviez le coucher. Vous aviez de la nourriture avec son épouse Léa. Ensuite, vous aviez du ski. Et comme lui était instructeur de ski, il pouvait donner des cours à tout le monde. Donc, d'abord, il a tracé beaucoup de sentiers de ski de fond vers Sainte-Adèle, vers Val-David, vers Sainte-Marguerite. Bon, donc, c'est relié par des skis de fond. Deuxièmement, lorsqu'on a inventé les monts-pentes, il en a installé. D'autre côté de la montagne, il l'a installé ici. Puis c'est lui le premier qui avait installé ce qu'on appelait un J-bar. Pas un J, ça fait comme un J, puis on s'assoyait sur ça. Je pense que c'est la seule place où il y en a eu un. Et puis finalement, il y avait des tremplins de ski sur l'autre côté de la montagne. Or là, le ski, et ce qui est assez intéressant, quelques années après son arrivée, le Montreal Ski Club est venu installer ses quartiers généraux ici. Alors là, chalet Cochon, c'est devenu, si vous voulez, très important au niveau du ski. Ça a amené pas uniquement le développement du chalet Cochon, mais aussi ça a amené le développement de d'autres hôtels du côté de Sainte-Marguerite, ce qui fait que vers les années 25-30, Sainte-Marguerite, c'était l'endroit dans les Laurentides où il y avait le plus d'hôtels et où il y avait le plus de chambres à louer. Et aussi, il ne faut pas oublier, comme on était un peu de distance du train, bien, c'est la ville, la municipalité, où dans chaque famille, il y avait au moins ce qu'on appelle un chauffeur de charrette ou un chauffeur de taxi. Alors, donc, chalet Cochon, ça l'a donné, si vous voulez, un élan extraordinaire. Ça l'a donné un élan extraordinaire, mais après ça, quand les trains de neige sont arrivés, c'est encore plus fort. Mais à la fin des années 30, des années 40, après ça, bien, il y a eu d'autres centres qui sont ouverts et puis ça a passé de main en main. Finalement, en 1988, c'était complètement fini. Mais il faut dire une chose, on a oublié de dire, son épouse. Son épouse, on dit que c'est elle qui aurait amené dans les Laurentides la fondue suisse et c'est elle qui aurait amené aussi la raclette. Ah oui? Alors donc, c'est au moins l'héritage qu'on a de Léa Cochon. Un bon héritage. C'est bon pour le ventre. Michel, un autre personnage qui a joué un rôle important dans le développement économique et touristique de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, c'est le baron Ampin. Effectivement. Le baron Ampin, c'est un Belge. Un Belge qui, à l'âge de 27 ans, vient au Québec. On est en 1934. Et comme plusieurs Européens, ils trouvent les Québécoises tellement belles qu'il en courtise une, il va la marier. L'année suivante, il revient. Mais il dit là, il vient pour faire des affaires. Non pas juste pour courtiser les belles, mais pour faire des affaires. Alors, qu'est-ce qu'Ampin va faire? Il va acheter des terrains, par exemple à Oka, dans l'ouest de Montréal. Et quand il va arriver ici, à Sainte-Marguerite, devant le lac, comme tous les hommes, tombe en amour avec le lac. Et il dit, non, c'est extraordinaire. Là, il s'est informé, puis là, on lui a dit, écoutez, là, il y a des lots à vendre, etc. Alors, il a tout acheté le tour du lac. Oui, c'était quelqu'un qui était en moyen. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, son père était le 3e homme le plus riche au monde. Quand même. Il y avait la banque Ampin, et son père avait fait fortune dans les chemins de fer. Or, Ampin, le baron décide ici de faire un lieu de loisirs, de vacances, de calibre international. Alors, c'est pour ça qu'il a appelé ça Estérel. Estérel, ça rappelle la Côte d'Azur. C'est une petite montagne sur la Côte d'Azur, tout près de Cannes. Donc, ça va s'appeler Estérel.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il dit on va construire un hôtel qui était à la Pointe-Bleue. On va construire ce qui est en arrière de nous, un centre commercial. On dit que c'était le premier grand centre commercial construit sinon au Canada. Bien, en Amérique du Nord peut-être, mais au Canada, c'est sûr. C'était de grande renommée. De grande renommée. Et il y avait là-dedans, il y avait tout. Il y avait une salle de spectacle de 2000. Il y avait 30 magasins, dont le célèbre Old Trenview. Rien de moins. Rien de moins. Il y avait un bar, il y avait une station d'essence, il y avait une écurie. Il manquait de rien. On pouvait même atterrir sur le terrain. On pouvait même amérir ici. Alors donc, si vous voulez, c'était un endroit extraordinaire. Pour l'ouverture, ceux qui se rappellent de Benny Goodman, le fameux orchestre de jazz, c'est lui qui est venu faire l'ouverture. Alors, c'est simplement pour vous dire comment Ampin était un homme qui avait de l'argent, mais qui savait le dépenser. Si vous remarquez aussi ce bâtiment-là, c'est un des seuls bâtiments dans les Laurentides qui est du style art déco. Mais pas n'importe quel art déco. Regardez comme il faut en avant, c'est style paquebot. Alors, donc, c'est comme c'est un navire qui s'avancerait dans le lac. Et c'est un architecte belge, Courtens, qui a construit cet édifice, ainsi que l'hôtel de la Pointe-Bleue. Finalement, il a construit un troisième édifice, dont on pourra parler un peu plus tard. C'est ce qui est devenu aujourd'hui l'hôtel d'Estérel et qui, à l'époque, était un centre sportif. Alors là, voilà aussi, c'est que c'est les grandes parties. C'était in de venir ici avant. C'était in. C'était in pas uniquement pour les Québécois, mais on venait de partout. Ce qui fait qu'en 1937, Sainte-Marguerite du Lac-Masson est devenu un endroit de choix. On dit même qu'ils font concurrence à Sainte-Agathe comme la capitale touristique des Laurentides. C'est pas n'importe quoi à l'époque. Et il faut dire aussi que Ampin avait construit, en plus de ça, en plus des hôtels, des maisons de Boiron, des cabines, des villas. C'était, je voulais, un ensemble touristique là, complet. Par contre, quand la guerre de 1939 a commencé, et surtout quand les Allemands ont envahi la Belgique, le gouvernement canadien, de peur qu'Ampin soit un espion, a confisqué, c'est-à-dire confisqué pour la guerre, tout le territoire qui appartenait à Ampin. Et là, pendant la guerre, ça a servi à l'aviation canadienne. Les officiers de l'aviation canadienne venaient suivre leur cours ici, mais les officiers de terre, pas les aviateurs, venaient ici puis suivaient un cours de 6 mois qui leur permettait de travailler. Donc, pendant la guerre, le camp militaire étant ici, ça a continué à faire vivre le village. Mais après la guerre, Ampin, t'as pas de bonne humeur. Écoutez, on a confisqué mes affaires. Il était, excusez l'expression, en beau maudit contre le Canada. Il n'a jamais mis les pieds ici. Et là, ça a été vendu à un promoteur. Puis là, ça a été laissé plus ou moins à l'abandon. Par contre, après la guerre, Georges Simenon, le fameux auteur qui a écrit, c'est lui qui a créé l'inspecteur Maigret. Il a écrit je ne sais pas combien de romans policiers. Il est venu ici et il a écrit 2, 3 romans alors qu'il était dans une maison de Boiron. Puis en même temps, lui aussi, comme les Européens, il a trouvé une Québécoise et il a marié une Québécoise. Alors voilà un petit peu toute l'histoire du baron Ampin et de cet endroit qui, comme vous le disiez au début, ça a donné un coup de pouce extraordinaire à Sainte-Marguerite. Absolument. Alors voilà. Michel, il y a le baron Ampin qui a eu une importance majeure dans le développement de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, mais il y a également les frères Simard qui ont donné un autre essor au développement économique. Oui, vous savez, ici, les gens tombent en amour avec le lac. Tout le temps. Bon, il y a un des frères Simard. Les frères Simard viennent d'Abitibi. Ils étaient des entrepreneurs. Lui, il y avait des affaires à Montréal, puis en Abitibi. Alors, pour voyager en hydravion. Fait qu'une journée, il y en a un qui s'en vient de l'Abitibi. Puis là, on lui dit, il ne peut pas amérir à Montréal. Bon, c'est dans les années 50. À ce moment-là, il voit le lac. On amérit là. Puis là, il descend, puis il aperçoit le centre commercial. Puis là, il se dit, c'est abandonné, puis il s'informe un peu partout. Puis vous savez, c'est des hommes d'affaires. Puis là, il dit, écoute,
il dit, on pourrait acheter ça, nous autres. Il parle à son frère, il dit, on pourrait acheter ça. D'autant plus qu'il pense à une chose. Rappelez-vous, dans les années 50, c'est l'automobile qui commence à devenir très, très, très populaire. Puis il dit, et donc, ça serait intéressant. Donc, il achète le domaine. Tout le taux du lac, tout ce qui appartenait à Ampin, ils ont tout acheté, ça. Et là, ils ont dit ça, là, on va faire... Non. Ils ont dit, on n'est pas pour faire comme il se fait dans les Laurentides. Vous savez, comme moi, à l'époque, puis avoir une très belle maison, puis à côté, une bicoque. Donc, on va faire un plan d'aménagement. Un plan d'aménagement et un plan d'urbanisme. Donc, au niveau aménagement, uniquement des maisons unifamiliales, avec un terrain d'un minimum de pieds carrés, je ne peux pas vous dire exactement, mais un assez grand terrain. Il faut avoir les matériaux, qui surveillent les matériaux. Donc, toutes des règles pour la construction des maisons. Puis il faut que les maisons soient construites en dedans de 2 ans. Alors donc, c'est ça. Deuxièmement, tout un niveau d'urbanisme au niveau des rues. Les rues, comment est-ce que les rues doivent être organisées? Aucun édifice commercial, puis pas d'hôtel avant 25 ans. Bon, donc, ceci étant établi, bien, ça devient, si vous voulez, le premier plan d'urbanisme dans les Laurentides. Et là, ça marque, ça, ce qui est très important, pas juste pour l'histoire de Sainte-Marguerite, c'est du passage du chalet à la résidence secondaire. Parce qu'avec l'automobile, avant, il fallait venir en train, mais avec l'automobile, on peut venir. Donc, on passerait à ça. Mais il y a un problème qui va se présenter. Quoi donc? Écoutez, à ce moment-là, le domaine d'Estérel, ça fait partie de Sainte-Marguerite. Et les gens de Sainte-Marguerite, il faut construire des routes. Et là, ça va coûter cher. Et puis là, les Simard ont beau dire, bien écoutez, il y a une partie qu'on va payer, etc., etc. Puis deuxièmement, à l'époque aussi, dans les villages, dans les municipalités de villages, si tu n'es pas résident permanent, tu ne peux pas être élu sur le conseil, puis tu ne peux même pas voter. Fait que les frères Simard, vous savez, il y avait, disons, certaines entrées à quelque part. Ils sont allés à Québec, puis ils se sont fait donner le statut, non pas de village, mais de ville. Donc, c'est à ce moment-là qu'Estérel est devenue une ville? Devenue une ville d'Estérel, avec 200 habitants au début. Donc, c'était probablement une des plus petites villes avec le statut de ville. Alors, ayant le statut de ville, ça veut dire que les résidents non permanents pouvaient voter, pouvaient être élus, etc. Et c'est là que Estérel a continué à se développer. Mais, bon, j'ai dit pas d'hôtel, mais attention, ils n'étaient pas fous, les frères Simard. Vous savez, l'hôtel qui est en... Ça, vous savez, en arrière de vous, là, ça, c'était le centre sportif. Que le baron Ampin avait fait construire. Voilà, exactement dans le même style. C'était le style de paquebot. Alors là, les frères Simard ont dit, ça nous appartient à nous autres. Eux autres, ils l'ont transformé en hôtel. Et c'est là, avec les frères Simard, qu'a commencé à avoir un développement hôtelier. Les autres bâtiments, bien, que Ampin avait construit, la Pointe Bleue, ça a servi à plusieurs... Ça a été acheté par le diocèse de Saint-Jacombe. C'est devenu un lieu de 56 affaires, puis finalement, ça a été démoli. Et puis, bien, le centre commercial qu'on a vu tout à l'heure, on voit bien qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver avec. Donc, il reste l'hôtel Estérel qui est ici derrière nous, qui a été rénové, là, jadis. Oui. Et comme l'hôtel d'Estérel, en avant, là, il y a une partie qui est dans l'eau. Essayez donc aujourd'hui d'aller construire avec une partie dans l'eau. Ça serait difficile. Donc, c'est une des raisons, pas uniquement la seule, qui ont construit l'hôtel et les agrandissements par la suite autour de l'original, c'était le centre sportif du baron Ampin. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.